Luc Châtel, je suis ravi d'être en direct avec vous sur Radio Classique et sur LCI. Interrogation sur Radio Classique de Guillaume Tabar tout à l'heure. Oui, mais quoi ? C'est-à-dire, que peut faire le président de la République pour ramener une sorte de sérénité ? Je ne parle même pas de sa cote de popularité personnelle, mais une certaine forme de sérénité dans le pays. La réponse de Luc Châtel ce matin, quelle est-elle ? Le président de la République doit prendre une initiative, parce que nous sommes face à une triple crise. Une crise économique, nous l'étions depuis de nombreux mois, même depuis quelques années. Elle s'est aggravée et on le voit encore aujourd'hui avec les indicateurs qui tombent, aussi bien les chiffres de la croissance que par exemple le recul de la notation de la France. C'est en train de se révéler et la politique de François Hollande n'est pas étrangère à cette aggravation de la crise économique. Mais il doit prendre une initiative, mais laquelle ? Parce que il y a aujourd'hui une crise sociale et... J'allais dire, ce qui est le plus compliqué à gérer pour le président de la République, une crise politique. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Guillaume Tabar a rappelé qu'il y a eu des précédents de situations difficiles que notre pays a pu traverser sur le plan économique, sur le plan social. Mais il y avait quelque part des solutions pour les dirigeants, qui pouvaient être soit le choix d'un nouveau gouvernement, d'un changement de cap, voire d'une nouvelle majorité via une dissolution. Le problème aujourd'hui... Mais la cohabitation, ça fonctionnait parce qu'il y avait 7 ans, maintenant 5 ans, c'est terminé. Alors, d'abord, effectivement, on pourrait si vous induisez une propre cohabitation dans un quinquennat, c'est comme si vous preniez la porte de la sortie. Je pense que sous le régime du quinquennat, les élections législatives et les élections présidentielles sont étroitement liées. Donc on peut imaginer qu'un président qui subirait une lourde défaite aux législatives causée par sa propre dissolution aurait du mal à tenir derrière. Donc vous êtes d'accord ce matin que c'est une hypothèse, si vous vous mettez à la place de François Hollande, qui est écartée ? Écoutez, ce n'est pas à moi d'en décider. En tout cas, ce serait pour le coup très hasardeux de sa part. Donc le président de la République finalement a une solution. C'est de reconnaître devant les Français qu'il s'est trompé. Vous savez, être un Donc il faut qu'il parle. Non, je ne dis pas qu'il faut qu'il parte. Je dis qu'il faut qu'il parle. Il faut qu'il reconnaisse enfin qu'il s'est trompé. Il y a un péché originel. Le président de la République a trompé les Français parce qu'il a voulu rassembler une majorité hétéroclite, depuis Bayrou jusqu'à Mélenchon, pour faire une politique sans véritable cap. Et à force de vouloir satisfaire tout le monde, il a mécontenté l'ensemble de ses alliés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le problème. François Hollande n'est pas capable d'avoir un cap solide parce qu'il n'a pas la majorité pour accompagner ce cap solide. Mais cette majorité que vous définissez, qui lui a permis d'obtenir une victoire à la présidentielle, justement de Bayrou à Mélenchon, il se trouve que maintenant, il est sans l'un et sans l'autre. C'est-à-dire que Mélenchon est dans une espèce d'opposition et Bayrou est parti. Il est sans l'un et sans l'autre parce que, à force effectivement de ne vouloir déplaire à personne, on mécontente tout le monde. Et François Hollande, parce qu'il n'a pas voulu choisir un cap, parce qu'il n'a pas voulu assumer, eh bien, il n'a pas été capable de rassembler sa majorité autour d'une réponse à la crise. Vous avez entendu les arguments de Vincent Peillon, qu'il s'agisse du mariage pour tous, des rythmes scolaires ou d'autres aspects de la société. Il considère que l'opposition aujourd'hui, au lieu de faire des propositions, est dans une sorte de position de factieux qui ne veut pas dire son nom, quoi. Alors, je conteste cette idée sur les rythmes scolaires, dont je trouve que le gouvernement... Non, mais d'abord la position politique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au fond, à l'UMP, des gens qui êtes en train de mettre de l'huile sur le feu? Non, à l'UMP, d'abord, nous faisons notre rôle d'opposant. Nous sommes là pour... Mais c'est pas ce qu'il dit. Écoutez, c'est son point de vue. Moi, je suis là, en tant que numéro 2 de l'UMP, pour expliquer quel est notre positionnement. Le rôle de l'UMP, c'est quoi ? C'est de contester l'orientation du gouvernement. Ça fait 1 an et demi que nous critiquons la ligne économique. Tous les indicateurs aujourd'hui nous donnent raison. Tous les experts vous expliquent que le problème de ce gouvernement, c'est de ne pas être capable de réformer plutôt que de dépenser. Ce gouvernement a continué à augmenter la dépense publique, avec la création de fonctionnaires, par exemple, à l'éducation nationale. Ce gouvernement, à chaque fois qu'il faut choisir entre la réforme et l'économie... La question posée par Peillon, c'est de dire, au fond, dans cette situation, il jette de l'huile sur le feu, il refuse de marier les homos, il refuse de faire fonctionner la loi de la République et celle des rythmes scolaires. C'est ça l'argument qui donne en plus. Non, ils ne contestent pas votre rôle d'opposant, ils ont été opposants, ils connaissent la musique par cœur. Nous ne refusons pas, moi je ne suis pas un adepte de la désobéissance civique. Voilà. Et donc il n'y a pas de position...
Il n'y a Il y a pas de 55 position. maires qui affirment, prenons le cas des Strosianis, qu'à la rentrée, ils n'adopteront pas ou ils ne feront pas fonctionner la réforme des rythmes scolaires. En l'état, c'est-à-dire qu'ils demandent clairement au gouvernement de revoir sa copie. Le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis sur ce sujet. Et si vous voulez, dans la politique du XXIe siècle, une très bonne réforme partagée par tous, mal mise en œuvre, devient une mauvaise réforme. C'est l'exemple des rythmes scolaires. Donc il faut quoi, qu'il la suspende? Puisque vous êtes Je numéro pense- 2 de l'UMP, vous Oui, demandez quoi ce je matin? pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement suspende cette réforme pour mieux reprendre la discussion avec les différents partenaires. On voit bien qu'au départ, tout le monde était pour. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi la prouesse de rassembler tout le monde contre lui sur cette réforme. Il le Ça veut conteste bien dire concernant qu'il y a la eu un statistique problème. des grévistes. Hein. Écoutez, Ils disent qu'ils ne sont pas majoritaires et qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits en France où ça fonctionne. Écoutez, moi je constate que l'ensemble des élus sont contre cette réforme. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien qu'il y a d'abord un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'on nous expliquait à juste titre qu'il fallait que les enfants passent moins de temps à l'école, ou en tout cas qu'on étale ce temps sur l'ensemble de l'année et de la semaine. À la fin, on s'aperçoit qu'avec les nouveaux rythmes scolaires, ils passent plus d'heures par semaine à l'école. Cherchez le problème, cherchez l'erreur. Je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse par rapport au problème initial. Et puis deuxièmement, cette réforme n'a pas été discutée avec les principaux acteurs. Moi, je préside une agglomération qui récupère la compétence scolaire au 1er janvier. Mais nous maîtrisons les dépenses depuis 5 ans et nous allons être obligés d'augmenter la fiscalité à cause de cela. Voilà, donc on voit bien qu'on a péché par orgueil et par facilité. On pensait qu'il y avait unanimité sur le sujet. Oui, j'avais moi-même mené une concertation qui avait permis de dégager une majorité, mais c'est pas la mise en œuvre, c'est différent. Il fallait un accompagnement. Donc ce qui est raté ce matin, Luc Châtel, soyons clairs de votre point de vue, c'est la mise en œuvre de la réforme et pas son principe. Absolument, moi je reste favorable à un aménagement des rythmes scolaires, je l'ai toujours dit. Simplement, encore une fois, la meilleure réforme possible, mal mise en œuvre, devient une mauvaise réforme. Vous expliquez depuis le début de cet entretien qu'il y a une politique du gouvernement qui est éminemment contestable, voire par certains aspects tragique ou erreur historique. Est-ce que vous soutenez tous les mouvements de fronde? C'est-à-dire d'un côté les bonnets rouges, vous êtes le numéro 2 de l'UMP, deuxièmement les artisans, les policiers, enfin tous ceux qui aujourd'hui sont en train de monter en puissance dans le pays, dans un registre qui est un registre qui pour l'instant est démocratique, mais qui pourrait peut-être déboucher sur autre chose. Non, ce n'est pas le rôle d'un dirigeant de l'opposition que de souffler sur les braises et d'aller enfourcher tous les combats catégoriels ici ou là. Simplement, le rôle d'un dirigeant de l'opposition, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là et comment on peut en sortir. On en est arrivé là parce que M. Hollande a fait un choix qui a été de ne pas réformer profondément le pays, de ne pas faire des économies budgétaires, mais de faire payer les Français. Donc, le trop-plein de pression fiscale. L'argument au départ, vous le savez, 30 milliards d'augmentation des impôts, Nicolas Sarkozy, 30 milliards nous, et cet argument a été développé à de moultes reprises par Pierre Moscovici, c'est de dire au fond, on comble les déficits qui sont ceux qui ont été creusés par la majorité précédente, c'est-à-dire par vous. Ça a été l'argument pendant 1 an. On l'entend moins, mais ça a été ça quand même. Cet argument ne tient pas dans la mesure où il n'y a pas d'économie réelle en face. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, le président de la République nous a dit on va faire porter pour moitié l'effort. C'est pas ce que dit Cazeneuve. Écoutez, regardez la loi de finances qui est en train d'être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Monsieur Cazeneuve joue sur les mots, puisqu'il nous explique qu'il fait 15 milliards d'euros d'économies. Mais ce ne sont pas... Quand vous dites aux Français, on fait 15 milliards d'euros d'économies, eux, dans leur budget, quand ils font des économies, ça veut dire qu'ils baissent leurs dépenses. Et bien pour l'État, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, 15 milliards d'euros d'économies, c'est 15 milliards d'euros d'annulation, d'augmentation de dépenses. Voilà. Donc on joue sur les mots. Là où il faudrait un électrochoc. Je suis désolé, c'était peut-être impopulaire de baisser le nombre de fonctionnaires, mais c'était nécessaire. Tous les grands pays développés qui ont réussi à réformer leur pays, qui ont baissé la dépense publique, ils ont supprimé un nombre de fonctionnaires. Donc il faut assumer cela. Il faut être capable, c'est impopulaire, mais il faut être capable de l'assumer. J'ai été extrêmement sage jusqu'à maintenant, je vais l'être un petit peu moins. Est-ce que fondamentalement, vous n'êtes pas prisonnier d'un pays de schizophrènes, c'est-à-dire nous ? À des gens qui, effectivement, parce que vous dites qu'il faut faire des réformes, mais vous savez très bien, enfin, on en a parlé avec Guillaume Tabar tout à l'heure, il suffit de se souvenir de l'histoire de France, 1830, 1848, on peut aller jusqu'à 1995, même quand Seguin a envisagé de dérembourser les médicaments inutiles, une fronde s'est installée dans le pays. Mais bien sûr. Et Nicolas Sarkozy lui-même dit c'est un pays de régicide. C'est l'intérêt, j'allais dire, de la chose publique et de la politique, mais aussi sa grandeur et sa difficulté. C'est-à-dire que les Français veulent tout et son contraire. Les Français, à la fois, ils sont pour les réformes, pour les autres. Dès que c'est pour eux,
Les Français n'aiment pas les hommes politiques en général, et puis ils plébiscitent en général leur mère. Voilà, donc c'est toute une contradiction que nous devons gérer. Non, mais justement, c'est important de savoir gouverner un pays. Comment vous expliquez que des millions de Français ont marché sur Nicolas Sarkozy, mais pour l'écraser lors de la dernière présidentielle, et maintenant une partie d'entre eux, dès qu'il apparaît à un concert de son épouse, ils l'applaudissent? C'est pas un problème de leadership, c'est un problème de Français, parce qu'il est probable que dans la salle, il y a les mêmes. Les Français aiment, et l'histoire de France, comme vous le soulignez, le démontre, aiment aimer ce qu'ils ont détesté, ils aiment aduler ce qu'ils ont abhorré, c'est l'histoire française. Moi, ce que je constate aujourd'hui, et je peux comparer, puisque j'étais aux manettes aux côtés de Nicolas Sarkozy, pendant la crise de 2008-2009, qui était une vraie crise économique et industrielle. À l'époque, il y avait un chef. Et il y avait... quelqu'un qui se faisait huer, lui aussi, il a eu des problèmes pour sortir non, mais je n'ai pas souvenir. C'est pas un accablement. Je n'ai pas souvenir d'un président de la République qui ne pouvait plus sortir de l'Élysée, qui ne pouvait plus prendre une décision sans avoir immédiatement un corps social qui sortait dans la rue, parce qu'à l'époque, y compris ses opposants, respectaient le choix du président de la République, et il ne contestait pas qu'il dirigeait le pays. Vous vous souvenez des injures entre lui et des gens dans un certain nombre de manifestations publiques. Mais ça, c'est autre chose. Si vous voulez, jamais on a connu ce vent de fronde catégoriel, où on voit les uns après les autres, les différents corps sociaux monter au créneau, et le pouvoir faire preuve d'une grande faiblesse. Parce que quand on commence à lâcher à l'un, on sait très bien que les autres vont lâcher. Pourquoi est-ce que les restaurateurs ne penseraient ne pas avoir raison et ne pas obtenir la TVA, un report de leur TVA, alors qu'ils ont vu que sur les Sancré-Test, le gouvernement... Prenons un président, vous êtes le numéro 2 de l'UMP, et qu'est-ce que vous dites ce matin aux auditeurs de Radio Classique, aux téléspectateurs de LCI, sur cette affaire de TVA qui intervient le 1er janvier? On arrête tout ou on continue? Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir augmenté les impôts dans ce budget 2014. Donc, dans le budget, alors il se trouve que la TVA remonte au budget précédent, l'augmentation prévue au 1er janvier 2014. Je pense que c'est une erreur parce qu'on a atteint le trop-plein fiscal. Et que vous êtes à un stade où c'est plus tellement un rejet de la pression fiscale, c'est un rejet du principe même de l'impôt. Donc, on voit bien qu'il y a une exaspération qui fait que tout devient irrationnel. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un pas en arrière, vous laissez reposer les choses et vous repartez. Donc, allez annoncer qu'on va fait un augmenter... pas en arrière, vous allez lui tomber dessus aussi? Non, parce que je pense que s'il y a un vrai cap derrière, avec des mesures pour sortir de la crise, nous sommes prêts à accompagner. Nous allons, à l'UMP, organiser un séminaire le 18 décembre. Pas pour parler de l'alternance de 2017, pour parler des 10 mesures immédiates pour sortir de la crise. C'est-à-dire pour montrer aux Français qu'il y a une voie qui est possible, en prenant immédiatement des mesures courageuses qui auraient valeur d'électrochoc dans notre pays. Je crois que c'est la solution. Et le dernier point, pardonnez-moi de vous demander de répondre en 30 secondes, est-ce qu'il faut a priori absolument des primaires pour vous? Parce que la situation du leadership n'est pas clarifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que le système des primaires est un petit peu comme la démocratie, le moins mauvais des systèmes, à l'exception de tout autre. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une... C'est un peu normand, ça. Non, c'est pas normand. C'est-à-dire que moi, oui, je défends le principe des primaires, qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas fantastique, mais qui a le mérite de donner la parole à nos électeurs et de les faire trancher par le vote. Voilà, moi, je ne connais pas de meilleur système en démocratie. Merci beaucoup, Luc Châtel. Passez la meilleure journée possible, bien évidemment. Nous allons retrouver Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et bien évidemment Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. À tout de suite.